Tu es notre mère, notre Vierge, la fille et la bien-aimée du Seigneur Shiva. Ta gloire est absolument unique, ô Mère de toute la terre. Ô Mère Rewa, ton eau est limpide et s'écoule dans un tintement cristallin. Ô Mère, au nombre de galets sur ta rive se compte le nombre de tes fidèles de par le monde. Ta gloire est unique, ô Mère de toute la terre. S'il nous faut faire face aux balles et aux coups de matraque, qu'il en soit ainsi. Nous ferons don de nos vies et ne bougerons pas d'ici. S'il le faut, nous mourrons pour arrêter le barrage. Nous sommes les femmes de la vallée de la Narmada. Et voici notre combat. Voici notre histoire et comment nous voulons sauver ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Le fleuve Narmada. La Narmada est l'une de nos 7 rivières les plus sacrées. La relation que nous avons avec elle est très spirituelle, particulièrement pour nous les femmes, car nos vies tout entières, depuis l'instant où nous sommes nés, sont intimement liées à l'eau et à la rivière. La rivière a conservé ses pouvoirs aujourd'hui encore. Donc tout ce que nous demandons par nos prières nous sera accordé. Depuis 10 ans, elle pourvoit de bon cœur à nos besoins. Même lorsqu'il n'y a pas assez à manger, elle subvient miraculeusement à nos besoins. Elle nous montre la voie. Elle prend l'apparence du bon samaritain. Un jour, mon fils s'est perdu et elle est apparue sous la forme d'une vache pour le guider jusqu'au village. Aussi, sa puissance est immense, bien plus grande que celle des autres rivières. Pour un grand nombre d'entre nous, la vie sans cette rivière est impossible, car c'est littéralement notre source de vie. Nous sommes des millions, vieux, jeunes, hommes, femmes, enfants, population tribale ou non, à dépendre d'elle. Mais cette rivière, qu'on dit être vierge car elle n'a jamais été domestiquée, est à présent menacée. Si le gouvernement mène à bien le plan de développement de la vallée de la Narmada, érigé à la fin des années 80, cette rivière sera détruite par 30 barrages énormes, 135 de taille moyenne et 3000 plus petits. Il ne restera de notre rivière que des lacs et des terres asséchées. Nous n'accepterons pas qu'il en soit ainsi, car la rivière, avec ses berges, est notre identité. Si vous la faites disparaître, vous anéantissez notre existence en tant qu'individu, famille, communauté.
Repartir de zéro pour recréer des liens, une structure sociale et culturelle, c'est absolument impossible. La rivière représente tout pour ces gens. Vous pouvez remplacer la terre par une autre terre, mais vous ne pouvez pas remplacer la rivière. Voici Medha Patkar. Nous l'appelons Medha Tai. Et à nos yeux, c'est notre sauveuse. C'est quelqu'un dont le gouvernement se méfie car elle représente une force avec laquelle il faut compter. Et à juste titre. Medha Tai a fondé le mouvement Sauvons la Narmada. Elle a gagné le respect et le soutien de millions de villageois et de citadins en Inde à cause de ce qu'elle a fait pour sauver la rivière. En 1985, elle a failli mourir après avoir jeûné pendant 20 jours pour mettre fin aux travaux du barrage de Sardar Sarovar. C'est également une militante connue sur le plan international qui a plusieurs fois été récompensée pour son intégrité dans sa lutte pour le droit des fermiers, des populations autochtones, des gens ordinaires. Tout a commencé en 1985, lorsqu'elle prit ouvertement position pour les communautés tribales contre le gouvernement de Maharashtra, où leurs terres avaient été submergées suite à la construction du barrage de Sardar Sarovar. Puis le mouvement se propagea dans d'autres secteurs du Maharashtra, où des populations venant du Gurajat furent déplacées et transplantées vers des camps de réhabilitation du côté de Nimad, où elles se trouvent aujourd'hui. Des vergers, de gros villages, des villes prospères. Les sociétés et le patrimoine de cette région sont menacés de destruction par ce barrage. Tout ceci peut-il être remplacé? C'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Pour la plupart d'entre nous et pour nos familles, cet endroit représente bien plus qu'un lieu d'habitation. Nous sommes à l'unisson avec l'esprit de la terre. Tout pousse sur cette terre. Même lorsque les étés sont rudes, elle donne des récoltes. Même s'il ne pleut pas, elle produit des fruits. Cela fait partie de notre culture, l'antique festival de la fête de Holi que l'on célèbre de différentes manières à travers l'Inde. C'est le festival des couleurs et pour nous la couleur est le rose. On la célèbre en s'aspergeant d'eau teinte en rose pour fêter le début de l'été. L'autre nom donné à ce festival est à juste titre Fun. Voici Annapurna Bai, l'une de nos nombreuses grand-mères. C'est un pilier de notre mouvement. Elle a 60 ans et s'est déjà retrouvée 13 fois en prison à cause de ses actions en faveur de la Narmada. Comment le gouvernement peut-il remplacer tout ceci? Cette terre est très fertile. Nous avons un bon système d'irrigation et de bonnes installations en eau. Où allons-nous trouver de l'eau de rivière? Tout comme de nombreux autres villageois, c'est ici que sa famille a vécu pendant 7 générations. Il possède 30 hectares de terre et il mène une belle vie,
car la terre produit de bonnes récoltes chaque année. Grâce à la rivière, il n'y a pas de pénurie d'eau. Mais cette situation idyllique est à présent grandement menacée. Annapurna vit dans le village de Patrad, situé tout près du barrage de Maheshwar, l'un des plus grands barrages à avoir été construit. Si le barrage de Maheshwar venait à être terminé, Patrad serait l'un des 61 villages entièrement submergés. Lorsque cela arrivera, nous perdrons tout ce que nous possédons. Mais en 1997, Annapurna et les villages concernés reçurent le soutien de Medatai pour stopper les travaux. Cette femme, Matatai, est une autre de nos inspiratrices qui a mené notre combat contre le barrage de Maheshwar en 1997. Nous nous sommes réunis la nuit, et à la tombée de la nuit, 10 000 personnes venant de 61 villages s'étaient rassemblées. La police a essayé de nous arrêter. Ils ne nous laissaient même pas boire. Nous sommes allés dans le trou du chantier. Nous avions apporté de la nourriture et nous avons passé un moment agréable. Nous parlions dans nos divers dialectes, nous dansions, nous chantions. Nous n'avions pas peur et nous étions insouciants. Et quand la police est arrivée, nous leur avons dit que nous produisions notre propre nourriture, contrairement à eux. Nous avions préparé de la nourriture, des vêtements, car nous savions que si nous étions envoyés en prison, nous en aurions besoin. Alors nous étions bien préparés. À présent, la priorité est d'empêcher la construction du barrage. Si le gouvernement persiste à penser que c'est une bonne chose de construire ce barrage, alors il faut faire une étude en bonne et due forme. Nos efforts ont payé car pendant 5 ans, il n'y a pas eu de travaux réalisés sur le site. De plus, plusieurs compagnies étrangères se sont désinvesties financièrement. Mais récemment, le chantier a repris, alors même qu'il y a eu peu d'avancées concernant l'étude sur le terrain. Ils ne nous ont jamais parlé des avantages et des inconvénients de ce projet. Nous avons invité les autorités à venir nous en parler directement dans l'un ou l'autre des villages pour nous expliquer l'intérêt de ce barrage. Nous sommes prêts à les écouter. Nous nous rangerons à leurs décisions s'ils parviennent à nous convaincre, car nous ne sommes pas idiots. S'ils disent que c'est pour le développement du pays, nous sommes prêts à soutenir le projet. Nous ne nous opposerons pas au progrès global. Mais tout cela n'est possible que s'ils apportent la preuve et parviennent à nous convaincre que c'est pour le progrès. Mais si on est perdant, alors c'est pas du progrès, c'est de la destruction. Nous voulons de la terre en échange de la terre, ou bien nous mourrons noyés ici. Le gouvernement va tout détruire. Nous nous battrons. Nous vaincrons. Nous leur ferons face et continuerons à avancer. Aujourd'hui, nous luttons et le futur nous appartient. Laissez-nous mourir, laissez-nous vivre. À quoi ressemble la femme de Nimad? Ce n'est pas une fleur, mais une flamme. Nous ne faisons qu'un. Mère Ganga, nous te saluons. C'était le jour de la fête de la femme, et nous étions toutes venues des 61 villages concernés pour discuter du barrage de Maheshwar.
Sylvie est une militante instruite. C'est elle qui avait organisé ce rassemblement afin que les femmes de ces 61 villages puissent discuter et établir une stratégie pour nos négociations futures avec le gouvernement, ainsi qu'avec les organismes qui financent le barrage. Ce que je veux dire, c'est que nos sœurs qui sont concernées par l'un des 5 barrages ne doivent pas se sentir différentes de nous. Nous sommes toutes unies, nous nous battons pour la même cause. Nous responsabilisons chaque femme pour qu'elle mobilise 10 autres femmes et les pousse à nous rejoindre. Et si chaque femme parvient à faire cela, alors aucun gouvernement ne pourra plus nous arrêter. Notre village et nos champs seront submergés. Notre richesse et nos biens se retrouveront sous l'eau. Nous sommes des paysans et nous possédons des terres dont le sol est fertile. Nous cultivons de la canne à sucre, du coton, du blé avec 3 récoltes par an. Nous gagnons 6 900 $ rien qu'avec un demi-hectare. Donc nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons des terres en échange de nos terres. Nous voulons qu'ils fassent une étude des villages, du nombre d'arbres, de puits, de canalisation, de tout ce qu'ils peuvent compter afin de nous dédommager. S'il nous faut recevoir des coups de matraque ou des balles, nous sommes prêts. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Nous ferons don de nos vies, mais nous ne bougerons pas d'ici. Voilà ce qui nous fait peur. C'est qu'une fois le barrage construit, nos villages et nos terres seront entièrement détruits. Autrefois, il y avait plusieurs familles qui vivaient ici, mais il n'y a plus personne. Ram Kawar n'avait que 15 ans lorsqu'elle s'est engagée dans le mouvement. Elle est déterminée à défendre cette cause, après ce qui s'est passé dans son propre village. Ils nous ont donné une indemnité en 1999. À cette époque, le mouvement existait déjà ici. Il existait à Sardar Sarovar et à Maheshwar, mais nous ne le savions pas. Le gouvernement, à cette époque, ne nous avait pas clairement expliqué que 17 villages seraient submergés, alors nous n'étions pas si inquiets que cela. De plus, ils avaient promis de nous dédommager, mais après le début des travaux, nous avons réalisé à quel point le barrage était grand. Alors nous nous sommes inquiétés et certains parmi nous sont allés rencontrer les activistes de Maheshwar. Accompagnés de Alok Bhai et Sylvie, nous sommes tous venus et nous avons analysé la situation ensemble. Nous sommes allés voir les services gouvernementaux, mais nous n'avons reçu aucune confirmation. Plus tard, nous avons découvert que 17 villages étaient concernés et que tout ceci était corroboré par un panneau d'affichage dans les locaux du gouvernement. Ram Kawar a reçu 2200 $ de dommages et intérêts, mais elle n'a pas encaissé le chèque. Elle veut recevoir de la terre en échange de sa terre, pas de l'argent, qui ne peut compenser la perte de la terre.
Si vous étiez à notre place, vous comprendriez ce que nous ressentons. Nous savons ce qui se trouve au-delà des pâturages, et il n'y a même pas de verdure. Plusieurs d'entre nous sont allés voir ce qu'il est advenu des familles affectées, ayant accepté l'accord de dédommagement des autorités. Et le tableau n'est pas très joli. Voici le camp de réhabilitation du village de Bogaon. 2500 à 3000 villageois ont été relogés ici après avoir été priés de partir. Ils sont en colère car ils ont compris que le gouvernement avait employé la peur pour les faire partir. Qui c'est qui possédait de la terre et qui n'a plus rien à présent? Nous avions tous nos propres terres. Nous étions tous propriétaires. Chacun d'entre eux a été contraint d'abandonner sa terre, son bétail et sa basse-cour. Lorsqu'ils sont arrivés dans ce campement, ils ont dépensé 200 000 $ sur l'argent qui leur avait été donné, afin d'aplanir le sol. Mais cela n'a servi à rien. Voici à quoi ressemble la terre ici. Des cailloux partout. C'est plein de cailloux ici. On ne peut même pas cultiver des légumes, ni même semer. Rien ne peut pousser dans ce sol. La question du barrage nous a tous mis sur le même plan. Et peu importe que nous soyons instruits ou illettrés. Personne ne se satisfait du statu quo. Les autorités n'ont pas voulu nous écouter lorsque nous leur avons parlé de la situation. Ils nous ont pris de haut et nous ont chassés. On nous a dit de revenir 10 ou 15 jours plus tard. Qu'avez-vous prévu de faire? Avez-vous entendu parler du mouvement Sauvons la Narmada? Quoi? De quoi? Nous ne sommes pas au courant, non? Attendez, dites-moi, 400, 500 ou 600 $. C'est le genre d'indemnité qu'ils nous ont proposé. Est-ce que vous trouvez cela juste? Par pitié, ne nous demandez pas à quel point la Narmada nous manque. Tout le monde, chaque gamin compris en ressent le manque. Ici, nous n'avons rien pour subvenir à nos besoins. Là-bas, nous avions au moins des ressources en nourriture. À présent, nous ne savons même pas quand sera notre prochain repas. Et même si nous avons quelque chose à manger le matin, nous risquons de ne pas avoir assez pour tenir jusqu'au soir. Santosh vit dans ce camp de réhabilitation depuis près d'1 an, tout comme les autres femmes. Elle a construit cette maison avec son mari grâce à l'indemnité.
Mais ensuite, il ne restait plus assez d'argent pour acheter de la terre. Elle est à présent ouvrière et subvient aux besoins de ses beaux-parents. Mayabai a aussi été obligée de vendre sa terre et son bétail. Elle ne pouvait pas l'apporter ici puisqu'il n'y a pas de fourrage. Elle a 6 enfants et à présent elle fait la cueillette du poivre pour gagner sa vie. Elle a reçu 980 $, sur lequel elle a dû prélever 600 $ pour acheter les poutres de la maison. On ne veut pas se retrouver un jour à mener cette vie-là. La Narmada a toujours été une rivière généreuse et nous vivions bien. J'avais les moyens de m'acheter des habits et d'autres objets indispensables. Mais depuis 1 an que je suis ici, je n'ai pas pu m'acheter un seul sari, ni quoi que ce soit pour mes enfants. Mais que puis-je faire? Je suis obligée de vivre ici. Je n'ai plus rien à présent. À l'époque, j'avais des buffles, des vaches et des chèvres. Mais maintenant, je ne peux plus en avoir, car il n'y a plus de quoi les nourrir ici. Ce ne sont pas les propriétaires terriens qui sont engagés dans ce combat. Beaucoup de nos voisins qui ne possèdent pas de terre font aussi partie du mouvement. Ces hommes ramassent du sable dans le lit de la rivière afin de le vendre. Avant, ils étaient paysans et cultivaient des concombres et des melons. Quand arrivera la saison des pluies, il leur faudra passer à la pêche, car ils ne pourront plus ramasser de sable pendant les moussons. Aïda Bai aide son fils à vendre le sable. Et sa vie tout entière tourne autour de la rivière. La rivière représente tout pour nous. Même si notre mère Narmada me rappelait auprès d'elle, je me noierais avec mes enfants et je n'irai pas ailleurs. Si le gouvernement nous donne des lopins de terre uniquement pour construire nos maisons, comment allons-nous gagner notre vie, nous qui sommes fermiers? Sans cette rivière, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. La Narmada est comme notre mère, qui ne nous a jamais laissé souffrir de la faim. Aujourd'hui, même si mon fils se lève à 3 heures du matin pour aller pêcher, nous aurons probablement 5 kilos de poissons. Parfois, il ne pêche rien, mais ce n'est pas grave, car tout est entre ses mains à elle. Je ne peux pas supporter l'idée de la quitter. Nani Ben vit de la pêche et elle est née sur les rives de la Narmada. Elle ne connaît que la pêche. On lui a proposé d'aller vivre dans un endroit qui s'appelle Nanak Bedi, mais c'est à l'intérieur des terres.
Nous n'avons pas de quoi construire une maison avec l'argent donné en dédommagement. À l'époque, j'habitais sur les bords de la Narmada, mais j'ai été déplacée à Nanak Bedi. Je ne peux pas apporter mon embarcation ici. Ce n'est pas comme un buffle que je peux attacher et mener où je veux. Que puis-je faire pour gagner ma vie à Nanak Bedi? Je ne sais rien faire d'autre que pêcher. Et je ne veux pas aller ailleurs. Qu'avons-nous obtenu en retour? Qu'avons-nous reçu en compensation de nos outils, de nos embarcations, ou même de notre droit à la pêche? Nous n'irons pas ailleurs, même si cela veut dire que nous mourrons noyés dans la rivière. Nous sommes des pêcheurs et nous ne pouvons pas partir. Peut-être que les fermiers le peuvent, mais pas nous. Qu'ont-ils fait pour les pêcheurs? Rien du tout. De même, ils ne donnent pas de terrain aux veuves. Où vont-elles aller vivre alors? Elles vont vivre sous les arbres? Qu'arrivera-t-il si le fils maltraite sa mère? Où va-t-elle aller vivre? C'est pourquoi nous avons besoin d'une vraie justice et de décisions responsables. Sinon, nous ne bougerons pas. Je vous préviens que si je vois des entreprises privées venir pêcher dans nos eaux, je les couperai en morceaux avec mon couteau de pêche. Je n'en épargnerai aucun. Le combat pour sauver notre fleuve est essentiellement un mouvement de femmes, car en Inde, et plus particulièrement dans les communautés rurales, c'est nous qui faisons tout le travail et qui maintenons la cohésion de la famille. Nous n'avons pas peur de nous opposer à nos maris s'il le faut. Un jour, j'étais partie à un rassemblement avec d'autres femmes du village pour protester contre le barrage de Barji. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons découvert que nos hommes, sans nous avoir consultés, avaient conclu un accord avec le gouvernement pour être délocalisés. J'étais furieuse à l'idée qu'ils avaient accepté de déménager dans un lieu vulnérable et susceptible d'être inondé plus tard. Nous avons décidé de nous opposer à nos hommes et de refuser de manger pendant 4 à 5 jours. Nous nous sommes ensuite rendus à Bhopal pour une grève de la faim qui dura 9 jours. Après, la police nous a arrêtés de force à cause de notre contestation. Mon mari est alors venu me réclamer et l'on a conclu une trêve à la maison. Était-il d'accord avec vous? Oui. Donc vous avez rejeté l'offre du gouvernement? Oui. Je ne sais pas s'il s'agit d'une secte ou pas. Mais le mouvement de ce peuple n'a pas été manigancé par quelqu'un de hautement qualifié ou par un professionnel. C'est un mouvement de gens honnêtes et réels. En fait, il s'agit d'une collaboration extraordinaire, menée par des gens très ordinaires. C'est pourquoi tant de gens sont attachés à ce mouvement.
C'est l'une des plus longues croisades menées en faveur d'une cause unique, la défense de la Narmada. Cette question a tellement souvent été abordée dans la presse locale que l'empressement du début, dans les années 80, a disparu. Il est vraiment difficile de faire abstraction de nous, car nous apparaissons sous toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. Mais nous sommes devenus la tache aveugle dans l'œil du gouvernement. Et nous savons qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui nous comprennent. Ce membre du gouvernement a souvent été le témoin de nos contestations, mais il a peur d'en dire trop. Ces projets de barrage ont de très bons côtés, mais le problème, c'est que les gens du coin ont été tenus à l'écart de cette entreprise. Ces projets de barrage vont sans aucun doute être bénéfiques pour un grand nombre de personnes. Des villes comme Indore vont bénéficier d'une bonne alimentation en eau. Mais comme on ne leur donne pas en échange des terres et des indemnités correctes, et qu'au contraire ils reçoivent des terres infertiles, ces gens vont souffrir. Nous ne disposons pas d'une technologie comme celle du Japon, où l'on peut rendre des terres cultivables grâce à de gros engins. Vous savez bien que nous ne sommes pas capables de faire ça ici. En réalité, les gens demeureront pauvres et il y aura plus de mendicité. Et est-ce que vous ou le gouvernement a fait quelque chose pour la population? À mon niveau, je ne peux rien faire. C'est le travail des politiciens. C'est à ceux qui prennent les décisions de se pencher sur la question. Je ne peux pas aider. Je ne peux même pas dire ce que je pense. Les décisions ont déjà été prises. Shantiben est l'une des premières victimes du barrage de Sardar Sarovar. À cause du barrage, la Narmada a été déviée de son cours et sa maison, située le long de la berge, a été submergée. Aujourd'hui, elle est obligée de s'abriter dans cette remise métallique. Il y a beaucoup de victimes qui, comme elle, continuent de soutenir le mouvement Sauvons la Narmada, fondé par Medha Patkar. Je soutiens le mouvement car j'ai moi-même besoin d'être soutenue. Je suis pauvre. Personne ne viendra m'aider. Dites-moi, qu'est-ce que Medha Patkar peut bien gagner en luttant pour faire entendre notre voix? Medha prend tout sur ses épaules. Donc parce que le mouvement est honnête, je le soutiens. Des critiques se sont élevées contre le mouvement Sauvons la Narmada, qui soi-disant s'opposerait au développement du pays. Mais nous ne nous battons pas contre cela. Certes, nous voyons notre confort, et peut-être bien que nous sommes trop sentimentaux envers notre fleuve. Mais au cœur de notre combat, il y a cette question, le progrès. À quel prix ? L'eau est une nécessité, et parfois l'eau à l'état naturel doit être domestiquée. Nous ne sommes pas en train de dire que vous n'avez pas droit à l'eau. Nous redisons simplement ce que le gouvernement a lui-même proclamé. Dès le départ, dès qu'une goutte d'eau tombe, il faut commencer à réfléchir et à prévoir le moyen de la conserver.
Meda Patkar voit dans ce problème un manque de réelle prise en compte de ce qui sera perdu en termes de liens humains, d'organisation sociale et culturelle et d'équilibre écologique. Plus précisément, c'est devenu une question d'exploitation au nom du progrès. Il ne s'agit plus simplement d'acquérir des terres de populations autochtones ou de fermiers, mais les terres très fertiles des vallées sont également en jeu. Certaines grandes villes très peuplées ne sont pas seulement l'enjeu des projets de barrages, mais aussi de grosses industries, de compagnies étrangères, de zones économiques spéciales, de parcs aquatiques, de parcs d'attractions. Personne ne peut donc garantir une véritable réhabilitation de ces gens déplacés de force. Il en est hors de question. Depuis que nous connaissons Meda, elle a toujours été franche et n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle avait à dire. La question de fond est celle-ci. Le gouvernement veut le progrès. Mais pourquoi? Pour qui? Dans l'intérêt de qui? Si l'on répond à ces questions, vous verrez que ce plan de développement concerne les élites et leurs propres intérêts dans le pays. Vous verrez que les ressources sont prises aux gens qui sont directement attachés aux terres et qu'elles sont transférées aux riches dans les villes. Il y aura bien quelques riches villageois et quelques agriculteurs privilégiés qui en tireront profit également. Donc il s'agit d'un transfert de ressources venant non seulement des populations autochtones, mais aussi des fermiers, des villageois pauvres, des gens ordinaires, toutes classes confondues. Par conséquent, la redistribution qui est en train d'avoir lieu est injuste. Et les profits de ces ressources ne vont pas bénéficier à ceux que l'on aura déplacés en premier lieu. Les parents de Meda étaient tous deux militants, et elle perpétue la tradition non seulement de se battre pour défendre les droits de ceux qui ne le peuvent pas, mais aussi pour leur apprendre à se défendre par eux-mêmes. Elle s'avère infatigable dans cette croisade. Et ici, elle est en train de montrer à quelques-unes de nos camarades une vidéo sur la lutte des fermiers contre le gouvernement à l'ouest du Bengale. Là-bas, le gouvernement et quelques compagnies privées tentent d'acquérir des terres de force pour en faire une zone économique spéciale. Le sang a déjà coulé lors d'affrontements entre la police locale et les fermiers. Meda s'est activement impliquée dans l'aide aux fermiers là-bas. Et elle veut que nous nous inspirions d'eux dans notre combat. On peut dire que tout cela se produit à cause de la mauvaise volonté du gouvernement, mais aussi à cause de l'indifférence. Donc, il est vrai de dire que le gouvernement, les hommes d'État, les compagnies indiennes, des investisseurs étrangers tels que la Banque mondiale ont formé un consortium pour exploiter les villageois. C'est comme lorsque l'on commet des crimes massifs au nom de la religion, d'une caste ou des valeurs d'une autre nation. Aujourd'hui, ça se passe au nom du développement de notre pays. Si quelqu'un comme vous venait nous dire que la construction du barrage est très bénéfique pour le pays, vous vous demandez sûrement pourquoi nous sommes contre. En fait, nous pouvons envisager d'être d'accord, mais il faudrait faire une véritable étude de la quantité d'énergie et d'électricité qui peut être générée avec l'eau du barrage.
Si c'est juste pour un surplus d'électricité que nous sommes dépossédés de notre terre et expédiés sur un sol stérile et aride, nous ne l'accepterons jamais. C'est le gouvernement qui nous pousse. Il répète sans cesse que c'est nous qui bloquons les travaux du barrage et que nous sommes responsables du retard. Mais dites-moi, que pouvons-nous faire? Quelle alternative avons-nous? Certains parmi nous sont alcooliques. Comment allons-nous faire pour nourrir nos enfants? Cela fait plus de 10 ans que la plupart d'entre nous menons ce combat pour la rivière. Nous sommes un groupe de femmes qui voulons simplement un accord équitable pour nos familles. Nous sommes prêts à mourir. S'ils ne veulent pas nous écouter, il y aura un nombre incalculable de cadavres ici. On dit que si ta récolte t'est prise de force par ton frère, nous le tuerons. Donc, en nous prenant toutes ces terres, s'imaginent-ils qu'il ne leur arrivera rien? Il y aura une guerre à part entière ici, et beaucoup mourront. Nous affronterons les matraques et les balles. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Le 10 juillet 2007, la Cour suprême rejeta la plainte contre Medha Patkar et ses partisans de Sauvons la Narmada, les accusant d'utiliser des fonds étrangers à des fins subversives. Le dossier, jugé vague et non fondé, était défendu par le NGO, le Conseil national pour les droits civiques. Il fut condamné à payer une somme symbolique de 123 $ au mouvement. Medha Patkar et les femmes de Sauvons la Narmada vont poursuivre leur grève de la faim et leur rassemblement pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité pour tous.